Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute! Le jour où sa meilleure amie perd son bébé à 5 mois de grossesse, un stress profond se réactive chez Adeline. Et avec lui, la maladie de Ménière. Crise de vertige violent, perte d'équilibre, hyperacousie, nausée. Ce trouble vestibulaire active un trouble anxieux dont elle sera ensuite diagnostiquée. Depuis ses 16 ans, Adeline vit avec des acouphènes et une perte auditive. Mais plus jeune, elle ne se considère pas handicapée. C'est en décrochant un poste fixe que la réalité s'impose. Dans son héritage familial et en tant que bonne Suisse, s'arrêter de travailler n'est envisageable qu'à l'article de la mort. Dans ses questionnements autour du travail, mais aussi d'une éventuelle parentalité, elle prend conscience que le modèle validiste et sexiste attend de chaque corps qu'il fonctionne à 100%, sans variabilité, et particulièrement ceux des femmes. Dans ce cadre-là, elle comprend que la société n'est pas faite pour tout le monde, et qu'elle en fait partie de ce pas tout le monde. Cette prise de conscience s'affine avec ses recherches. Docteur en histoire de l'art, elle explore les méthodes alternatives qu'elle a beaucoup testées, sous le prisme scientifique, et questionne les biais qui poussent tant de malades à s'y raccrocher, faute d'une prise en charge adaptée et de considération. Aujourd'hui rétablie du trouble anxieux généralisé et des phobies sociales, grâce à la thérapie en EMDR et en TCC, elle gère mieux les crises de Ménière et nous partage son parcours avec beaucoup de lucidité. Hello Adeline. Hello. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va, j'ai pris congé donc j'ai pu dormir ce matin, mais les variations atmosphériques de septembre ont un peu raison de mon oreille interne en ce moment. Donc c'est un peu variable, je te dirais, mais ça va. Et toi, Tamara, comment tu vas ? Écoute, moi je suis plutôt étonnée en bien parce qu'on vit les deux en Suisse et on voit moi en tout cas je vois de quelles variations tu parles actuellement par rapport à la météo. C'est vraiment hyper intense et puis on a même de la bise, des rafales de vent, enfin voilà. Et bizarrement, ça fait 2 jours où je vais plutôt pas mal. Et je suis là, c'est pas normal, là. Moi, normalement, les variations de pression comme ça, en général, je suis au bout du rouleau. Donc je suis contente et je profite de cet élan et ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Trop bien. Moi, je me réjouis aussi. Alors toi, Adeline, tu vis avec une maladie vestibulaire. T'es donc touchée dans le maintien de ton équilibre, la perception de la position du corps dans l'espace, si je me trompe pas.
Tu éprouves des symptômes comme des vertiges, un déséquilibre, des étourdissements, des nausées, des problèmes de coordination. Et la maladie de Ménière dont tu es atteinte, c'est un type de trouble vestibulaire qui est caractérisé par des épisodes de vertige très sévères, des crises en fait qui peuvent durer des fois des heures, jusqu'à 12 heures, des acouphènes, une perte auditive et une sensation de pression dans l'oreille. C'est des symptômes qui, moi, me touchent particulièrement parce que je vis avec une maladie qui a des points très communs avec Ménière et qui s'appelle le syndrome du mal de débarquement, qui est considéré comme une maladie rare aujourd'hui et qui me donne la sensation de tanguer en permanence, en plus d'une liste longue comme mon bras d'autres symptômes. Alors Adeline, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert que tu étais atteinte de Ménière ? Alors en fait, c'est arrivé à la fois progressivement et à la fois comme un camion dans une vitrine, j'ai envie de te dire. Parce que en réalité, j'ai un acouphène depuis 2007, donc depuis que j'ai 16-17 ans. Et ça a commencé comme ça. En fait, j'avais déjà une perte auditive à l'oreille droite, parce que c'est l'oreille droite qui est atteinte. Ménière, dans de rares cas, peut atteindre les deux oreilles. Dans mon cas, fort heureusement, c'est une seule. Et du coup, j'ai vécu avec cette petite perte auditive et cet acouphène pendant une dizaine d'années. Et en 2016, une nuit, ou plutôt un matin, très tôt, je dormais chez mon copain et j'ai été réveillée par une crise de vertige monumentale. Donc j'ai pas compris ce qui se passait, évidemment. Et j'ai dû me précipiter aux toilettes pour vomir. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de crever? Enfin, voilà, t'as aucune idée en fait de ce qui se passe. Et finalement, j'ai réussi à rester relativement calme. C'était aussi ma première crise d'angoisse, hein, donc assez sympa. Donc ça s'est calmé au bout de peut-être une heure. Je suis retournée me coucher et après c'est passé. Après, évidemment, énorme fatigue. Mais du coup, j'étais déjà allée voir un ORL, donc je suis retournée voir cet ORL qui était absolument horrible, qui n'a pas trouvé ce qui se passait. Et je suis allée chercher un deuxième avis chez un deuxième ORL qui est absolument génial, chez lequel je suis encore aujourd'hui. Et lui, en fait, a procédé à toute une série de tests parce que la maladie de Ménière, la particularité, c'est que c'est un diagnostic par élimination. Donc, il n'y a pas des symptômes spécifiques où on va dire, OK, là, c'est sûr que c'est Ménière. Parce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent provoquer les mêmes symptômes. Donc, il y a, par exemple, la migraine vestibulaire, les vertiges positionnels paroxystiques bénins, je crois que c'est le nom entier. Donc là, c'est plutôt lié, en fait, au mouvement de la tête. Donc, on peut partir dans un vertige dès que la tête bouge. Donc, l'ORL va faire certains tests, notamment, nous manipuler pour voir si le vertige se déclenche en fait en manipulant la tête, ce qui n'était pas le cas. Il y a eu un test assez horrible où ils t'injectent de l'eau dans les oreilles, d'abord de l'eau chaude, de l'eau froide. Je pense que tu l'as eu aussi, c'est horrible. Et du coup, ça provoque un vertige, donc t'es hyper mal. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Et puis en fait, ce qui caractérise vraiment cette maladie, c'est la perte auditive. Donc dans mon cas, là, j'en suis à une perte d'entre moins 50 et 60% à une oreille. Et c'est un peu ça, en fait, qui a mis le doigt sur cette maladie. Et puis le fait aussi qu'il y a comme tu le disais, ces crises de vertige qui peuvent durer plusieurs heures. Et voilà, du coup, le recoupement de ces symptômes a permis de mettre un mot sur le diagnostic relativement rapidement, je touche du bois, hein, comparé à d'autres personnes qui ont navigué en eau trouble pendant très longtemps. Tu arriverais à décrire ce qui se passe concrètement pour une personne qui connaît pas en fait ces crises, parce qu'il y a un côté assez impalpable quand on connaît pas. Comment tu qualifierais ce moment? Alors je dirais que le problème aussi, c'est le terme vertige est assez vague, hein, parce que ça peut décrire autant la peur du vide que le petit étourdissement qu'on a quand on se relève trop vite. Si les gens veulent tester. Ce qui marche assez bien, c'est de tourner sur soi-même pendant une trentaine de secondes, voire un peu plus. Et en fait, il y a la pièce qui tourne vraiment pendant quelques secondes. C'est vraiment ça, sauf que c'est sur plusieurs heures, en fait. Moi, j'assimile pas mal ça au fait de boire une bouteille de vodka, mais t'as le résultat en une seconde, quoi. T'as vraiment l'impression que tu te prends tous les murs. C'est assez impressionnant, hein, quand
quand on voit ça, je sais que quand j'en parle aux gens, ils réalisent pas tellement ce que ça implique. Et quand ils sont avec moi, quand ça arrive, c'est assez impressionnant, quoi. Donc on Tu le voit une décris personne bien. Ouais. Tu le décris bien en tout cas parce que, bon alors moi je suis sujette souvent à des nausées et puis à les vertiges et tout ça, mais c'est vrai que là, juste l'image que tu as donnée de tourner sur soi-même, moi ça m'a donné envie de courir vomir aux toilettes, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est monté comme ça. Donc en fait à ce moment-là, tu es obligé de te poser, c'est impossible de te tenir debout. Oui, bah en fait moi je me couche, je supporte pas la lumière, donc je ferme tout, ou alors je mets un petit truc sur ma tête et on attend que ça passe. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui marche, sachant aussi que c'est une maladie qui ne se soigne pas vraiment. Donc voilà, on attend. Aujourd'hui, tu as des crises qui sont encore fréquentes? Alors non, là j'ai pas eu de grosses crises depuis, je dirais, 1 an. Ça m'est arrivé chez mon ostéopathe d'ailleurs, qui est beaucoup trop chou, où je suis arrivée chez elle et ça a commencé, j'ai dû vomir dans son évier, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Donc ça m'est pas arrivé depuis là. J'ai des petites crises, ce que j'appelle les petites crises, c'est quelques secondes en fait où ça tourne, mais j'en parlerai sans doute après. J'ai fait une psychothérapie en fait, thérapie brève, qui m'a aidé en fait à gérer ces crises, et ça a considérablement amélioré la gestion des crises. Le problème, encore une fois, avec Ménière, c'est que l'évolution est complètement imprévisible, donc on ne sait pas ce qui marche. Parce que ce qui marche, si tu prends un médicament ou si tu fais une thérapie, ça peut tout simplement coïncider avec un moment de rémission de la maladie. Donc, t'es pas sûr que c'est ça qui a marché. En l'occurrence, là, j'ai quand même l'impression que les crises dureraient plus longtemps si j'avais pas fait ces psychothérapies qui me permet de gérer l'angoisse et l'anxiété en fait qui est liée à ces crises. C'est vrai que ça, on reviendra dessus après. Je voulais déjà te demander, quand tu as consulté cet ORL, celui qui te suit encore maintenant, est-ce que lui t'a proposé des traitements? Oui, alors on a essayé plusieurs choses. En fait, en période de crise, je sais qu'il y a plusieurs écoles. En l'occurrence, lui me prescrit des corticostéroïdes, un médicament à prendre oralement, mais l'inconvénient, c'est que c'est de la cortisone. Et apparemment, chez les femmes, ça peut provoquer de l'ostéoporose à terme. Et accessoirement, ça augmente vraiment le taux de cortisol, évidemment. Et du coup, mais t'es vénère pendant une semaine, quoi. C'est assez terrible. Il y a aussi des injections. On peut aussi injecter ces corticostéroïdes directement dans l'oreille. Ça, j'ai jamais testé. Sinon, il m'a prescrit aussi de la bétaïstine, qui est un médicament pour un peu, si j'ai bien compris, pour augmenter la pression dans l'oreille, pour que le liquide circule, parce qu'en réalité, Ménière, le problème, c'est un excès d'endolymphe dans le labyrinthe de l'oreille. Donc, c'est un liquide qui soit est pas réabsorbé assez rapidement, soit il y en a trop. Et du coup, ça fout le bordel dans l'oreille interne. Et ce médicament lisse un petit peu, c'est pas miraculeux, je te dirais. Moi, ça marche, ça marchouille, on dira. Ça baisse un petit peu, mais c'est pas non plus miraculeux. Et j'ai aussi testé le drain transtympanique. Donc en fait, on te met un petit, ils appellent ça le diabolo. Enfin, ça a vraiment la forme d'un diabolo, et te le mettre sur le tympan. Apparemment, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais dans certains cas, ça marche. Que ce soit sur la perte auditive, sur l'acouphène ou les crises de vertige. Qu'est-ce que ça a donné? Chez moi, alors, de nouveau, j'ai pas eu de crise pendant que j'avais ce drain. Mais ça peut tout à fait être un hasard, en fait. Donc, je te dirais que ça a marché sur les crises, mais voilà, Ouais, je peux pas garantir que c'est réellement ça, en fait. Donc, depuis l'âge de 16 ans, tu vis avec des acouphènes, tu as une perte auditive, il y a la maladie de Ménière. Comment tu vis émotionnellement le fait de cumuler, en fait, ces différentes pathologies, ce corps qui manifeste des symptômes au quotidien, parce que j'imagine que les acouphènes sont encore présents. Oui, alors les acouphènes, c'est vraiment tout le temps, la perte auditive également. Et puis, quand on a une perte auditive, fréquemment, on a aussi de l'hyperacousie, c'est-à-dire qu'il y a certaines tonalités de son qui sont vraiment ultra agressives. Typiquement, moi, c'est le cas des fréquences hautes, donc tout ce qui est pleurs de bébé, certaines machines, c'est horrible. Enfin, vraiment, ça me donne envie de me taper la tête contre les murs. Donc, il y a ça qui est présent tout le temps.
Au niveau de la proprioception aussi, c'est pas incroyable. J'ai tout le temps des bleus parce que je me prends tout le temps des tables. Enfin voilà. Donc il y a ça qui est présent tout le temps. Les crises, c'est temporaire. Donc comment je le vis? Je te dirais qu'au début, ça posait pas tellement de problème. Enfin, j'ai l'impression qu'étant adolescente, je me suis jamais trop considérée comme handicapée ou quoi que ce soit. Je dirais que c'est à partir du moment où j'ai été employée, où j'ai eu mon poste fixe. Là, je travaille actuellement dans un musée. Et je pense que ça, c'est aussi un truc, un héritage familial et un héritage suisse. Vraiment, cette éthique du travail où tu dois être efficace tout le temps. Tu dois aller au travail même quand tu es à l'article de la mort. Enfin, voilà. Donc là, ça m'a posé problème parce que je suis perfectionniste et j'ai envie d'être l'employée parfaite. Donc j'ai envie d'être là tout le temps. Et c'est là que ça a commencé à poser problème en fait. Et où j'ai commencé aussi à faire beaucoup plus d'anxiété parce que j'avais peur que ça m'arrive au travail, de me montrer vulnérable envers mes collègues. Et voilà, c'est plutôt à ce moment-là que ça a vraiment posé problème au niveau moral, je dirais. Est-ce qu'on peut dire du coup que le modèle de travail actuel rend handicapé? Dans tous les cas, c'est un modèle validiste qui part du principe que chaque corps est opérationnel à 100% du temps. Donc oui, je pense, parce que en réalité, le handicap, on le percevrait pas dans une société qui n'est pas validiste et qui prend en compte toutes les variabilités du corps et tous les handicaps possibles. Donc ouais, je pense. Je te pose la question aussi parce que tu dis à 16 ans, je me sentais pas comme handicapée, alors qu'on sait que les acouphènes, ça crée quand même pas mal d'inconfort, surtout dans ce côté permanent qui, au bout d'un moment, rend les nerfs aussi très fragiles. Mais à cette époque-là, tu étais peut-être moins confrontée à ce modèle de travail. Oui, exactement. Je pense que quand tu es adolescent, il y a aussi une part d'inconscience. Hein. Maintenant, je me protège systématiquement les oreilles, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Ce qui me fait péter un câble d'ailleurs, hein, parce que je vais voir beaucoup de concerts et les gens qui ne mettent pas de protection auditive a tendance à un petit peu m'agacer. Donc, s'il vous plaît, les gens, protégez vos oreilles, c'est trop précieux. Ouais, maintenant, je me considère comme handicapée aussi parce que je me suis aussi beaucoup plus informée sur la question. Et que voilà, j'ai aussi fait un peu de sociologie, sciences sociales, tout ça. Je réalise aussi que la société n'est pas faite pour tout le monde et que je fais partie de ces pas tout le monde en fait. Et je crois que tu fais partie de ces pas tout le monde pour d'autres raisons, non? Alors, ça c'est une immense question. Donc tu veux parler, je pense, des troubles plutôt psychologiques. Oui, et puis notamment du HPI. Oui. Alors, le HPI, c'est une grande question parce que je suis tombée en plein dedans. En fait, je me suis toujours sentie un peu à part, pas mal d'anxiété. Maintenant, je mets le mot d'anxiété sociale. Et quand est arrivé le diagnostic entre guillemets de HPI, d'ailleurs, je préfère le terme HQI, mais ça, on pourra en discuter. Je me suis vraiment plongée là-dedans. Je me suis dit, ok, c'est pour ça que je suis pas bien. Je suis trop intelligente pour être heureuse et tout. En réalité, non. J'ai complètement remis en question cette identification. Je me suis aussi beaucoup intéressée à qu'est-ce que la science dit du HQI. Et c'est pas du tout ce que disent les livres. Est-ce que juste tu peux préciser HQI, si du coup on en parle sous cette forme-là? Ouais. Alors le HQI, c'est le haut quotient intellectuel. J'aime pas tellement potentiel parce que ça implique qu'on doit faire quelque chose de ce potentiel. Alors que le haut quotient intellectuel, c'est juste une caractéristique. J'ai un QI de plus de 130 et c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Du coup, j'ai vachement remis en question le fait que ce soit potentiellement une neurodivergence ou quoi que ce soit. Parce que d'abord, je suis allée voir une psy qui m'a donc identifié ce HQI et qui était vraiment axée là-dedans. Donc, tous mes problèmes étaient interprétés sous ce prisme. Jusqu'à ce que je fasse une dépression liée à Ménière et que j'aille voir une autre psy qui fait de la thérapie cognitivo-comportementale et de l'EMDR. Donc c'est de la thérapie par les mouvements oculaires. Et là, en fait, on a identifié une anxiété sociale et un trouble anxieux généralisé. Et une fois que ces deux troubles ont été réglés, en fait, le HQI, c'est plus un problème. Tu vois.
Et c'est même plutôt une arme, je dirais, assez utile parce que toi-même, tu sais que le brouillard mental post-crise est assez violent. Dans mon cas, avoir un cerveau un peu plus efficace que la moyenne, ça m'a aidé notamment à finir un doctorat, ce qui n'est pas peu dire. Donc voilà, pour moi, le HQI, en réalité, maintenant, c'est plus tellement quelque chose que j'envisage comme une divergence. Ok. Et du coup, tu parlais de cette dépression qui a eu lieu à un moment donné. Moi, je me souviens quand on avait parlé avant de cet enregistrement, tu as dit que tu avais justement en 2021 vécu une dépression qui était à la fois liée aux symptômes de Ménière, donc vraiment le côté trouble vestibulaire, et à côté de ça, à un traumatisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais nous évoquer même brièvement ? Oui, je pense que c'est important parce que cette maladie est vraiment extrêmement liée au stress. Et en l'occurrence, il y a eu une grosse période de stress. Bon, déjà 2021, c'était encore le Covid, hein, donc c'était pas évident pour tout le monde. Et ma meilleure amie, en fait, a perdu son bébé à 5 mois de grossesse, ce qui a provoqué en fait des crises de Ménière dans mon cas. J'ai pas tout de suite relié les deux événements, mais vraiment littéralement, je crois que 2 jours plus tard, je commençais des crises, mais vraiment affreuses, où ça durait 12 heures. J'en avais 3 ou 4 par semaine. Enfin voilà, c'était assez terrible. Avec énormément du coup d'anxiété, parce que je tenais à aller au travail, évidemment. En bonne Suisse que je suis, je n'ai pas pris de congé de congé maladie pour me remettre de ça. Et en fait, j'ai juste usé mon cerveau, je crois. Enfin, l'anxiété, ça a vraiment fait que j'avais vraiment l'impression, en fait, qu'au début j'avais une armure et que petit à petit elle s'amincissait. Et tout à coup, ben voilà, j'ai réalisé que j'étais en dépression, que j'avais plus d'appétit, je de me réveiller à 3 heures du matin sans arriver à me rendormir, plus rien envie de faire, alors que je suis quelqu'un qui fait quand même pas mal de choses de manière générale. Et j'avais plus envie de faire les choses qui me faisaient plaisir. Comme j'allais voir cette psy qui était spécialisée dans le HPI, HQI, je me suis tournée d'abord vers elle et j'ai bien vu qu'en fait elle avait pas les outils pour gérer une situation comme ça. Donc je suis allée voir une autre psy qui du coup faisait de l'EMDR parce que j'avais quand même repéré que c'était les crises de Ménière qui provoquaient aussi cet état assez désastreux. Et en parallèle, je suis allée voir ma médecin généraliste qui est absolument géniale aussi, soit dit en passant. Et elle m'a prescrit des antidépresseurs. J'ai jamais eu trop de problèmes à prendre de médicaments, même des antidépresseurs. Enfin, pour moi, si t'es malade du cerveau, c'est comme être malade du ventre. S'il y a un médicament, autant le prendre, en fait. Donc, j'ai fait la thérapie en parallèle des médicaments et clairement, ça m'a sauvée, quoi. Et du coup, j'ai identifié aussi beaucoup de traumatismes passés qui étaient reliés à ce traumatisme récent. Toujours des morts violentes, donc quand même un rapport à la mort assez complexe. Et du coup, on a traité à la fois les traumatismes des crises de Ménière et à la fois ces traumatismes particuliers liés à des morts violentes avec le MDR. Et dans mon cas, ça a extrêmement bien marché. Je pense aussi que le cerveau un peu plus performant, ça a aidé à ce que ça aille plus vite peut-être. Et voilà, maintenant je suis toujours un peu anxieuse, mais je pense qu'on peut plus dire que je suis dans un trouble anxieux généralisé et l'anxiété sociale est encore un petit peu là, mais plus aussi présente qu'avant. Tu disais tout à l'heure, tu n'arrivais pas forcément à déterminer dans tout ce que tu as mis en place qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui, ça fait 1 année que tu vis pas de grosses crises. Mais toi, tu as quand même le sentiment que d'avoir travaillé sur les traumas, l'anxiété sociale, le stress chronique, toutes ces choses-là, ça a quand même été impactant sur les crises de Ménière. Oui, complètement, parce que dès que j'avais une crise de Ménière avant, je partais en crise de panique en fait. Où vraiment tu as cette sensation que quelqu'un est assis sur ta poitrine. Il y a une peinture, je suis historienne de l'art, donc je parle beaucoup en termes d'image, mais il y a une peinture de Johann Heinrich Füssli qui s'appelle Le Cauchemar, où il y a une bête assez immonde qui est assise sur le torse d'une femme, et c'est vraiment ça en fait qu'on ressent. Dans l'angoisse. Dans l'angoisse, ouais. Non, alors vraiment dans l'angoisse, parce que pour le coup, maintenant quand j'ai des crises de Ménière, j'ai plus du tout ça. Je suis vraiment ok, c'est calme. C'est un peu comme la méditation pleine conscience, tu sais. Enfin, t'as quelque chose qui t'arrive, tu laisses passer, et puis ça part. Donc, ouais.
C'est accepter ce qui t'arrive et puis ça part assez vite. Tu parles de méditation pleine conscience, c'est quelque chose que tu as exercé? Alors pas vraiment parce que justement je trouve que c'est pas hyper recommandé pour les anxieux en réalité parce que ça peut en tout cas en cas de dépression parce que tu peux facilement ruminer plus que de raison. Mais j'ai commencé le yoga il y a 2 ans et tu sais il y a toujours voilà une petite méditation avant et puis une petite méditation après. Donc dans ce cadre-là, on peut dire que je pratique. Après je suis encore pas non plus la plus calme des yogis à ce moment-là. Mais je pense que ça s'assimile en fait à ça, mais pas, je le fais pas consciemment en fait. Hors antenne, tu m'expliquais aussi que la TCC et l'EMDR, ça avait transformé ta perception du monde, en plus de la relation aux autres. Quand tu parlais de perception du monde, qu'est-ce que tu signifiais par là? Alors en fait, on a fait quelque chose qui s'appelle changer de système en fait. Donc j'avais un système de pensée où je m'envisageais moi-même, les autres et le monde d'une certaine manière. En l'occurrence, le monde est hostile, le monde est horrible, les humains sont méchants. De toute façon, il y aura toujours des guerres et on va pas s'en sortir. Et avec le climat, on va tous se bagarrer et puis il y aura plus de ressources et puis ça va être horrible. Et puis moi-même, donc c'est je vaux pas la peine, je suis pas intéressante. Ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant. Je vaux pas la peine. Enfin, je comprenais pas pourquoi on était amis avec moi en fait. Enfin, je me disais mais pourquoi vous êtes amis avec moi? Pourquoi vous restez? En plus, je suis malade, donc souvent je dis ah non, je peux pas. Enfin, tu vois, vraiment dans ce truc hyper pessimiste en fait, et puis de pas voir le point d'être vivant. Enfin voilà. Et maintenant, j'ai complètement changé de système. D'ailleurs, je l'ai sorti parce que je me rappelais plus exactement qu'est-ce qu'on avait noté. Donc là, en fait, il y avait ces trois points. Donc moi, j'ai mis je suis importante, je suis authentique, je suis intéressante, je suis appréciée. Les autres sont généreux, sont bienveillants, sont aidants, sont intéressants, et le monde est sain et le monde est riche. Donc je suis passée de ce côté hyper pessimiste à ça en fait. Alors la guerre Israël-Palestine n'avait pas encore dégénéré à ce point-là, donc maintenant je suis un peu moins optimiste pour l'avenir du monde. Mais mais reste que j'ai quand même plus cet aspect optimiste. En fait, j'ai toujours pensé que j'étais pessimiste et en réalité j'étais juste anxieuse. Et voilà, une fois qu'on voit le monde comme ça, bah typiquement, j'aurais jamais pris contact avec toi pour faire cette interview avant, parce que j'estimais pas que ce que j'avais à dire avait un quelconque intérêt. Je voulais te demander vraiment dans une curiosité purement personnelle par rapport à ce qu'on mentionne là, parce que, par exemple, moi, ma relation aux autres ou à moi-même, aujourd'hui, va bien, après des années de psychothérapie et de travail là autour, voilà, d'une méthode sur le système nerveux qui fait des miracles chez moi. Néanmoins, ma relation au monde reste compliquée. Pourtant, j'essaye de m'en protéger un maximum des informations et tout ça, mais je suis quelqu'un qui est intéressée, qui est curieuse et qui aime se cultiver aussi. Donc, il y a souvent une espèce d'ambivalence entre j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde et ne pas fermer les yeux, et en même temps, plus j'en sais, plus j'en souffre et plus je me dis c'est l'échec, on est ruiné, d'ici quelques années le monde ne va plus exister, on voit les rapports du GIEC et tout ça. Enfin, comment tu fais toi justement? Alors tu dis là voilà avec la guerre israélo-palestinienne, bah en fait tu te dis non mais en fait c'est pas si ouf que ça. Qu'est-ce qui te permet de rester quand même ancré et de garder quelque chose qui te donne la foi là-dedans? Alors déjà, je choisis quand je lis les informations. Donc, j'ai pas d'application sur mon téléphone qui va m'envoyer une notification dès qu'il y a quelque chose d'horrible qui arrive. Donc, je choisis vraiment le moment où je suis prête à recevoir les informations, généralement de tout ce qui se passe mal dans le monde, parce que c'est ça que les médias relaient. Et puis, dans la psychothérapie, on a beaucoup travaillé sur les pensées alternatives. Donc, ok, je pense ça, mais qu'est-ce que je pourrais penser d'autre? Les autres pensent ça de moi. Enfin, je projette, hein, je pense que les autres pensent ça de moi. Qu'est-ce qu'ils pourraient penser d'autre? Et en fait, j'applique ça aussi à ce genre de situation. Ok, la guerre israélo-palestinienne, c'est horrible. Il y a un génocide qui est en cours et clairement, on a l'impression qu'on fait rien pour. Mais il y a quand même eu des mobilisations incroyables
pour le peuple palestinien, ça continue. Moi, je vois encore des drapeaux palestiniens partout. Moi, je mets mon petit café pour montrer aussi qu'on est encore là, quoi. Donc, j'essaie de me focaliser là-dessus. Vraiment, c'est un truc assez conscient. Ok, ça c'est horrible, mais qu'est-ce que, relativement à ça, les humains sont capables de mettre en place pour que ça se passe mieux? Donc, il y a ça. J'ai désinstallé l'application Instagram parce que vraiment, moi, je suis pas mal de comptes féministes et puis du coup, les féminicides et les viols et tout ça. Enfin, je pouvais plus, quoi. Donc là aussi, je choisis quand est-ce que j'y vais parce que du coup, j'y ai encore accès, mais sur mon ordinateur. Donc c'est vraiment un moment où je choisis. Je me dis, ok, là, je suis capable de recevoir ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont deux comptes. Un compte pour les infos générales qui peuvent être horribles et un autre pour ce qui est un petit peu plus léger. Je pense que ça peut être aussi une solution. En l'occurrence, moi, je me suis vachement déshabituée à aller là-dessus. Donc, ça me manque pas nécessairement. Donc, je sens aussi quand ça monte trop, ok, je ferme et puis je vais faire autre chose. Donc, j'essaie de contrebalancer ça, bah voilà, tout en restant consciente, parce qu'aussi j'ai des valeurs qui font que je m'informe là-dessus. Et paradoxalement ou pas, je pense que la maladie, ça m'a permis de voir la bienveillance des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant, parce que bah voilà, ce monde validiste fait que on a l'impression qu'on doit être indépendant, qu'on doit être autonome, qu'on ne dépend pas des autres, qu'on doit être hyper fort, invulnérable tout le temps. Et en fait, la maladie, ça te pose dans voilà, une stature hyper vulnérable. Mais c'est là où tu es le plus vulnérable, que tu vois qu'en réalité, les gens se soucient de toi et puis sont là pour t'aider. Enfin, voilà, le nombre de fois où ça m'est arrivé une crise et en fait, je suis ébahie de voir à quel point les gens sont gentils quand ils voient quelqu'un de vulnérable. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai ajouté un peu à mon arsenal de positivité. De nouveau, ça marche pas tous les jours. Ça marche pas tout le temps aussi en fonction des cycles menstruels parce que voilà, le syndrome prémenstruel, t'as aussi tendance à voir le monde un peu plus en noir, mais j'essaye de contrebalancer justement. Et est-ce que cette vulnérabilité, c'est quelque chose que tu exprimes au travail? Parce que c'est vrai que plusieurs fois, tu as nommé ton métier et le fait que bah, c'est pas forcément un endroit où tu te sens totalement safe, parce que tu vas pas forcément prendre un congé quand tu en as besoin. Tu vas montrer plutôt un masque pour tenir la face, pour être cette bonne Suisse qui travaille avec professionnalisme. Comment tu vois aujourd'hui ce terrain qui est le terrain professionnel? Alors maintenant, je l'ai dit en fait que j'avais cette maladie. Je parle aussi en fait des périodes où c'est plus compliqué. Donc j'ai complètement ouvert les vannes là-dessus. Alors pas sur la santé mentale. Donc s'il y a des collègues qui écoutent, ben coucou, j'ai fait une dépression. Euh, mais en tout cas sur la santé physique, maintenant j'en parle parce que c'est aussi, enfin j'ai vraiment une équipe mais merveilleuse. Enfin, tous les gens sont hyper gentils, donc pour ça j'ai vraiment beaucoup de chance. Je sais que c'est pas le cas partout. Là, je me sens libre de le faire. Il y a 2 ans, je m'en sentais pas libre, mais c'était moi qui me mettais ces barrières-là parce que l'équipe n'a pas changé. Donc je me permets aussi de m'ouvrir là-dessus et en fait, tu réalises qu'il y a beaucoup plus de malades chroniques que ce qu'on pense. Parce que c'est à ce moment-là que les gens te disent ah ouais mais en fait moi aussi. Donc voilà, je me suis aussi ouvert de ce côté-là. En naviguant avec les symptômes, est-ce que tu arrives à avoir un taux horaire assez élevé, ou comment tu négocies ça avec toi-même? Alors au départ j'étais à 50%, maintenant je suis passée à 80%. Donc pour l'instant ça va vu que Manière est assez chill en ce moment. Ça m'arrive d'avoir des petites crises au travail mais en général ça se rétablit assez vite. Euh, Je fais des siestes au travail, des micro-siestes quand j'en ai besoin. Donc sur ma pause de midi, je vais prendre 15-20 minutes pour m'étendre et ça m'aide aussi à poursuivre la journée. J'ai l'énorme privilège d'avoir un bureau toute seule où je peux le faire aussi. Donc c'est comme ça en fait que je navigue. J'écoute vraiment où j'en suis aujourd'hui. Si j'ai besoin de faire une sieste, je le fais. C'est de moins en moins fréquent. Mais ouais, j'écoute vraiment cette fatigue et puis s'il y a besoin, je fais des siestes. Tu parlais du HQI tout à l'heure, aussi sur le fait qu'il t'avait permis de faire un doctorat alors qu'il y avait tous ces symptômes, les crises, la maladie de Ménière. Comment tu expliques ça?
Euh, Alors, je pense que le doctorat, en l'occurrence, c'est ce qui m'a permis de tenir pendant ma dépression. Il y a des personnes qui ne peuvent rien faire du tout. Moi, ça n'a pas été le cas. J'avais besoin de m'occuper de l'esprit, parce qu'en l'occurrence, un doctorat, c'est aussi une passion. Enfin, si on n'est pas passionné par son sujet, c'est un peu difficile d'en faire un. Moi, j'avais vraiment un but, et je crois que, voilà, en respectant de nouveau mon rythme, je faisais pas 8 heures de travail par jour sur le doctorat, peut-être 5 heures, en faisant des siestes entre deux, de nouveau. J'ai réussi à faire ça. Mais ouais, je pense que c'est principalement parce que ça me distrayait de ce qui se passait. Et j'ai aussi averti mes directeurs que j'avais cette maladie, donc pendant un temps, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Après, là, ça a duré relativement longtemps. Un doctorat, c'est long, donc on peut aussi faire des périodes où on fait un peu moins, puis d'autres où on fait un peu plus. Mais ouais, c'est là où je pense que le cerveau un peu plus efficace a aidé, parce que l'écriture, ça a été assez vite, en fait. En tant que doctorante, tu as acquis du coup une pensée critique. Et tu me disais la dernière fois, hors antenne, que tu avais une position justement assez critique envers les thérapies alternatives. Tu as affirmé que pour toi, c'était quelque chose qui fonctionnait pas. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un peu plus? Alors déjà, peut-être simplement nommer aussi ce qu'est l'esprit critique, cette position critique, et comment elle te fait voir et réfléchir sur ces thérapies-là. Mhm. Alors, l'esprit critique en termes scientifiques, donc ça s'appelle la méthode scientifique, c'est simplement vérifier que ce qu'on affirme est vrai et accepter qu'on critique aussi ce qu'on dise, et puis que d'autres personnes vont pouvoir infirmer ou confirmer ce qu'on dit. Donc le but, c'est vraiment de puiser à plusieurs sources, recouper les informations, voir qu'est-ce qui est prouvé, qu'est-ce qui ne l'est pas, toujours en essayant de s'approcher de la vérité, parce que, en l'occurrence, moi je travaille dans les sciences humaines, la vérité c'est quand même compliqué. Vu qu'on travaille sur des sources humaines, il y a toujours un certain biais. Donc, mon rapport aux thérapies alternatives. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui croit à peu près en tout. Donc, étant plus jeune, je pensais que je pouvais voir les fantômes, les ressentir. Je croyais en l'homéopathie, en l'astrologie. Enfin, j'ai vraiment fait tout ce genre de trucs. Et je sais pas trop, je pense que c'est venu assez progressivement. Parce que pour Ménière, en fait, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé le Reiki, l'acupuncture. Homéopathie, ça, je crois que j'ai assez vite appris qu'en fait, c'était du sucre et à peu près tout. Donc, j'ai pas cherché de ce côté-là. Et en fait, rien ne marchait. Du coup, je me suis dit, ok, c'est quand même bizarre que rien ne marche, alors que voilà, c'est quand même des thérapies qui ont la prétention de guérir énormément de choses. En l'occurrence, ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi fait de la naturopathie. Et le naturopathe que j'ai été voir a fait de la biorésonance. La biorésonance, je suis allée voir par après. Apparemment, c'est un peu n'importe quoi en réalité. Donc maintenant, je me méfie dès qu'on mentionne l'énergie quantique ou la psychogénéalogie, l'épigénétique, etc. Je me méfie énormément, je vais contrôler. Donc là, j'ai consommé beaucoup de contenu sur YouTube ou alors en podcast. Je recommande d'ailleurs le podcast Méta de choc sur le HPI. C'est en fait ça qui m'a un peu ouvert les yeux sur le HPI. Et il y a aussi énormément de choses sur YouTube, la tronche en biais. Là, j'ai regardé dernièrement Clément Fraise qui a fait une vidéo sur la médiumnité, donc, qui est quelque chose auquel je croyais. Et lui, il est mentaliste, et en fait, il a reproduit une séance de médiumnité, donc il arrivait après à prédire aux gens, enfin plutôt à contacter des morts en leur disant ok, il a dit ça, il s'appelait de telle manière, etc. Et puis on réalise que en fait un mentaliste peut très bien y arriver et qu'il n'y a pas nécessairement de pouvoir impliqué. Donc ça ébranle quand même pas mal pas mal d'identité, hein, parce que j'ai déconstruit tout petit à petit, l'astrologie aussi. Moi, j'étais allée voir une astrologue pour savoir qu'est-ce que je devais faire comme métier dans ma vie, parce que je savais pas qu'est-ce que je devais faire. Et après, quand tu apprends que l'astrologie, en réalité, c'est pas non plus basé sur grand-chose. Ça te remue un peu quand même dans tes fondements. Mais ce qui était en fait assez paradoxal, c'est que j'avais donc ce doctorat où on doit appliquer une méthode assez stricte, on doit pas dire n'importe quoi, on doit vérifier nos sources et tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma vie privée, j'appliquais pas forcément ça. Et en voyant que voilà, ces thérapies marchaient pas, j'ai aussi un peu plus creusé
été chercher ces ressources. Et je me suis aperçue que j'étais pas hyper critique en fait envers mes propres croyances. Après, j'ai découvert aussi des biais cognitifs. Et notamment, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de savoir qu'il y avait alors il y a un biais qui s'appelle la croyance en un monde juste. Donc que tout ce qui nous arrive arrive pour une raison. Parce que forcément, quand tu tombes malade, tu te dis mais pourquoi moi en fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie ou dans une vie antérieure pour mériter ça? En réalité, rien. C'est pas ta faute, ça tombe sur toi et puis pas de bol quoi. Ça m'a beaucoup apaisé aussi quoi. C'est intéressant parce que tu as fait presque le chemin un peu inverse, c'est que de base tu croyais à certaines choses puis tu as déconstruit. On a plus souvent l'habitude que ce soit le contraire. Je trouve intéressant après. C'est des choses qui donnent envie de débattre très clairement parce que moi de base je suis assez critique aussi, mais j'ai eu des expériences et notamment avec la biorésonance qui ont été juste complètement dingues en fait. Moi je trouve cette biorésonance je trouve pas du tout intéressant comme traitement, mais j'ai trouvé extrêmement intéressant comme outil de diagnostic. Parce que les fois où j'ai fait des séances, ça a pu vraiment répertorier toutes les maladies que j'avais eues depuis extrêmement longtemps, avec les dates et exactement ce qui était arrivé comme virus et bactéries, et des choses qui se révélaient être vraies, la chlamydia en 2019, le Covid en 2020, un peu toutes ces choses-là, le problème vestibulaire. En fait, tout ça a été notifié et j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose. Enfin, pour moi, c'était une sorte de médiumnité au travers d'un appareil. Et puis après, j'ai aussi testé les constellations familiales et ces choses-là ont eu un impact hyper important sur ma vie. Et moi, c'est le contraire. C'est de base, je suis très sceptique et j'ai testé un peu des choses et des fois, j'ai quand même été bluffée. Et d'autres choses comme l'astrologie ou comme ça où je reste pas du tout. C'est pas possible pour moi. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, on ait besoin de se raccrocher à ces choses-là. On a très peu de repères, très peu de sources en fait pour sentir qu'on peut aller mieux, pour pouvoir continuer à se battre, à vivre. On a besoin de se trouver des raisons aussi, de se dire mais en fait si je suis malade, il y a une raison parce que sinon c'est juste tellement injuste que non, je veux pas l'entendre et en fait des fois c'est un peu ambivalent tout ça. On est aussi de moins en moins à être croyant. Donc à quoi on se raccroche pour pouvoir avancer quand c'est le marasme total? Non, je suis 100% d'accord avec toi. En l'occurrence, là, je pense que ça a été plus facile pour moi parce que rien n'a marché. Donc la biorésonance, il est tombé complètement à côté. Mais voilà, j'ai aussi des gens que je connais. D'ailleurs, ma maman, en fait, le même naturopathe a trouvé une pathologie qui est là, que personne n'avait identifiée, aucun médecin. Et ça, je l'explique pas. Mais voilà, là, on est vraiment du ressort de la croyance. Je suis pas du tout contre les croyances parce que je pense que, comme tu le dis, on en a besoin. Simplement, quand ça pousse à un retard de diagnostic ou à une absence de traitement, là, ça me pose problème. Et dans mon cas, j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de dépenser de l'argent là-dedans parce que vraiment, j'ai dépensé tellement d'argent dans un diagnostic de HPI, dans des séances de psy qui en fait n'ont pas servi à grand chose, dans du Reiki, dans de la biorésonance et tout. Enfin, c'est un coût quand même, surtout en Suisse, c'est quand même tout est relativement cher. Puis à ce moment-là, j'avais pas un salaire comme j'ai maintenant. Mais je comprends absolument que ça nous fasse du bien. Enfin, si l'acupuncture vous fait du bien, mais continuez en fait. Enfin, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, moi, j'ai plus envie de ça, quoi. Voilà, c'est purement personnel, mais je pense que c'est très bien d'avoir des croyances. Moi, j'ai fait des études de sciences des religions. Je sais à quel point c'est vital, surtout dans des périodes aussi instables que maintenant. Moi, à la limite, je regrette presque de plus avoir de croyances, tu vois. On se le dit souvent, ça aussi avec mon mari. Ouais, mais si seulement on pouvait être croyant, quoi. Clair. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que la médecine conventionnelle, elle nous laisse un peu trop nous débrouiller seuls? Absolument. Et c'est là justement que je crois que je t'en avais déjà parlé, ça me met tellement en colère. Parce qu'on a des pathologies invisibles, on a des pathologies rares. Et en fait, on sait pas quoi faire. Donc forcément, tu vas te tourner vers des thérapies alternatives qui ne vont pas forcément marcher parce que la médecine conventionnelle, donc la médecine basée sur les preuves, n'a pas le temps de faire, ou n'a pas l'argent, ou c'est pas intéressant pour eux de faire des recherches là-dessus. Donc on navigue vraiment en eau trouble et on doit trouver un radeau autant bien que mal. Peut-être que ce radeau est conventionnel ou non. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que les médecins n'ont plus assez de temps,
qu'ils n'ont pas, qu'ils ont tellement de bureaucratie à faire. Enfin, voilà, je pense que c'est le fait qu'on se tourne vers des thérapies alternatives, c'est pas un hasard, quoi. Je passe du coq à l'âne totalement, mais maintenant que je suis maman, il y a des questions en plus qui se rajoutent dans mon cerveau concernant la parentalité. Et tu m'as dit la dernière fois quand on s'est rencontrés que tu aimerais avoir des enfants si tu pouvais être le père. Alors moi je rêve. J'avais oublié que je t'avais dit ça. Je rêve que tu m'en dises plus sur cette réflexion. Est-ce que ça s'entend que je suis féministe ou pas? Ouais, je pense que ça s'entend. Oui, en fait, ah mon Dieu, comment je vais m'en sortir? En fait, j'adore les enfants. Enfin, vraiment, ils m'apportent tellement de joie. J'ai un neveu et une nièce que j'adore. Mes amis ont des enfants que j'adore. Enfin, je les trouve vraiment incroyables. Simplement, je vois l'engagement que c'est et je vois l'engagement que c'est de la part des mères. Parce que ce soit en termes de charge émotionnelle, de charge mentale, de charge familiale, donc de penser au rendez-vous, s'occuper des repas, etc. Il y a évidemment des hommes géniaux, heureusement, mais je crois que 80% des tâches ménagères sont encore occupées par les femmes. Et justement, j'aime trop les enfants, mais j'ai pas envie d'être mère, quoi. Enfin, je pense que je suis gentiment en train de changer d'avis parce que aussi on en discute avec mon copain et puis de nouveau il fait partie de ces mecs qui sont quand même un peu conscients du problème. Mais ouais, du coup j'aimerais trop être père parce qu'en fait tu peux faire des trucs cool. Tu peux jouer avec ton enfant. Tu peux jouer avec ton enfant et puis si tu changes sa couche, mais tout le monde trouve ça génial en fait. Exactement. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais dit ça, mais ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un d'autre, mais je me rappelle plus qui. Parce que aussi là je vis une forme de liberté que j'ai jamais connue avant, vu que j'ai plus ces troubles anxieux. Et puis j'ai l'impression qu'un enfant ça en rajouterait encore, et je pense que c'est inévitable, hein, c'est bon. Et ouais, je crois qu'un dans le fond un père on en attend moins, et du coup tout ce qu'il fait c'est génial. Là où quand t'es mère, on s'attend un peu à ce que tu gères tout et puis que tu sois une super maman et puis en plus une super employée. En fait, voilà, je trouve que c'est ce que je te disais, on s'attend à ce que les parents travaillent comme s'ils n'avaient pas d'enfants et qu'ils s'occupent de leurs enfants comme s'ils n'avaient pas de travail. Donc je crois qu'il y a aussi ça qui joue dans le fait que moi je m'épanouis énormément dans ma carrière et est-ce que je suis prête à peut-être en faire moins de ce côté-là. L'avenir nous le dira. Moi, j'arrive gentiment sur les 2 dernières questions de fin. Est-ce que toi, tu aurais envie de rajouter quelque chose avant ? Oui, si les personnes sont intéressées par les MDR, allez voir des psychiatres et des psychologues parce que justement, j'ai vu une vidéo où apparemment il y a des thérapeutes qui sont pas diplômés qui pratiquent ça, qui pratiquent le MDR+, ou enfin peu importe, des choses ajoutées à ça. Faites vraiment attention, ça peut faire sortir des traumatismes assez violents. Et si la personne en face n'est pas capable de gérer ça, ça peut vous mettre vraiment dans une situation très, très difficile. Donc voilà, faites attention à vous. Et ça marche pas sur tout le monde. Dans mon cas, ça a été miraculeux, mais ça marche pas sur tout le monde. Faites attention à qui vous confiez votre santé. Mais bon, ça, je pense que les personnes sont mieux placées que moi pour en juger. Et ouais, je crois que c'est à peu près tout. Et quel message t'aimerais transmettre aux personnes qui vivent avec des situations similaires à la tienne ? C'est pas votre faute. Et puis, je sais que vous avez l'impression que vous êtes un poids pour les autres par moment. Mais en réalité, on a aussi une vision de la vie qui est différente et on a quelque chose à apporter. Dans la société, on a l'impression qu'on doit contribuer de manière matérialiste, en travaillant, en produisant des choses. C'est pas nécessairement vrai. Je pense qu'on a une vision du monde qui est différente, qu'on peut apporter aux personnes valides, parce que toutes les personnes valides sont plus proches du handicap que ce qu'on pense. Ça arrive très vite. Et ouais, courage. C'est vraiment pas facile. Prenez soin de vous.
Et puis accepter aussi le fait que même si vous pensez ne servir à rien, en réalité vous servez à quelque chose et vous n'êtes pas là par hasard, quoi. Quel super pouvoir, la maladie de Ménière, mais je pourrais rajouter aussi le HQI, le trouble anxieux généralisé. Qu'est-ce que tout cela, comme bagage, t'a amené comme super pouvoir? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et j'en suis arrivée à la conclusion que, je ne sais pas si tu connais les Gardiens de la Galaxie, il y a un super-héros qui s'appelle Groot. Je connais pas, mais je suis sûre que mon mari ça va partir dans les références populaires. Et en fait, c'est un arbre, et à un moment donné, il se fait tuer, mais il reste une branche. Et puis, on peut planter la branche, et puis il y a Groot qui repart. Et je pense que c'est vraiment ça le super pouvoir des malades invisibles, c'est cette résilience. Parce que on rebondit à chaque fois, et je trouve ça assez incroyable. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut apporter à la société. On a l'impression qu'on est vulnérable, et en réalité, on se relève à chaque fois, et je trouve ça tellement incroyable. T'es une Groot transformée, en fait. C'est ça, exactement. Génial, merci beaucoup Adeline pour ton témoignage. Je t'en prie. Merci à toi. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.